Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Après le rapport provisoire, le Comité national des assises a tenu ce jeudi son atelier de validation du rapport final. Le document a été remis au Premier ministre qui, à son tour, devra le transmettre au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Âgé de 25 ans, présumé violeur a été présenté ce jeudi à la presse à Mamou. L'acte s'est passé à Tolo, dans Mamou. Ce jeune présenté comme récidiviste a agressé une mère de famille d'une cinquantaine d'années. Et puis, comme tous les jeudis, tout savoir sur le sport ici et ailleurs, ce sera en fin de journal avec Alcénie Baldé. Je vous le disais à l'instant, atelier de validation du rapport final des assises nationales ce jeudi. Après plusieurs semaines d'écoute et de partage, la Commission nationale de réconciliation a remis le rapport au Premier ministre. Le même document sera ensuite transmis au président de la transition, le commanditaire de ces travaux. Je vous invite à suivre Makale Traoré, porte-parole de la Commission. Nous avons écouté des témoignages, des récits de 4796 déclarations. Nous avons consigné les attentes des Guinéens, puisque nous leur avons posé la question. Pour pardonner, qu'est-ce qu'il vous faut? Nous avons consigné les attentes. Et à partir des attentes, nous avons fait des recommandations. Ces recommandations sont capitales. Et aujourd'hui, nous avons fait cette validation et nous allons intégrer les remarques et puis attendre la remise solennelle du rapport au président de la transition. Les femmes et filles des partis politiques regroupés au sein d'une coalition sous la coordination du NDI ont tenu ce jeudi une conférence pour rendre publique leur observation face à l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Il s'agit de propositions aux autorités pour la bonne marche de la transition. Bernard Koundouno et Aboubakar Dine Kamara pour le compte-rendu. Regroupées en coalition, les femmes et filles des partis politiques ont tenu cette rencontre pour tout d'abord rendre publique la liste des 30 membres qui composent le directoire mis en place le 19 février 2022, mais aussi donner leur position face à l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Le CCFPPG se réjouit de la publication des 10 étapes de la transition par le gouvernement devant aboutir à l'organisation des prochaines élections. Il invite le gouvernement à faire davantage de preuves d'ouverture et d'inclusion pour la révision de ces 10 étapes. Dans sa déclaration, le CCFPPG salue les avancées enregistrées par l'appareil judiciaire du pays et fait une invite aux autorités de la transition. Au respect scrupuleux des valeurs républicaines dans les poursuites judiciaires et que les citoyens bénéficient du respect de leurs droits fondamentaux lorsqu'ils font face à la justice. Pour la bonne marche de la transition en cours, ces femmes issues des différents partis politiques du pays ont bien des propositions. Au CNRD, de tenir la main aux filles et fils du pays sans exclusion, respecter la charte de la transition dans sa lettre et son esprit. Au MATD, tenir compte des revendications des différents partis politiques. Aux partis politiques, éviter la politique de la chaise vide en cette période de transition. Aux partenaires techniques et financiers, le cadre de concertation des femmes et filles des partis politiques de Guinée souhaite le renforcement et l'appui technique et financier, soutenir et appuyer les réformes constitutionnelles et le dialogue politique inclusif pouvant contribuer à la crédibilité des prochaines élections et l'apaisement du climat sociopolitique en Guinée.
Avant le vote hier en plénière pour les 36 mois de transition, des membres du Conseil national de la transition se sont d'abord retrouvés en commission pour discuter du sujet. Certains ont estimé que le CNT n'était pas habilité à se prononcer sur le chronogramme de la transition, mais certainement la présence des membres du CNRD et du gouvernement à la plénière a pesé. Les conseillers ont adopté à l'unanimité le projet. Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. Avant le vote des conseillers nationaux, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a pris la parole pour mieux expliciter, dit-il, le bien fondé des 39 mois proposés comme durée de la transition soumis à l'appréciation des membres du CNT. Le message a été entendu. Le déroulement efficace de la transition exige une collaboration, une coopération, un dialogue permanent avec les forces vives, toutes les forces. Ce conseiller revient sur des dispositions de la charte de la transition qui les auraient poussés à examiner et à voter pour. Conformément aux traditions établies des organes législatifs et en vertu des dispositions des articles 12, 14 et 60 petit b de son règlement intérieur, que le CNT a opté pour la résolution comme moyen d'expression le plus approprié pour émettre et faire connaître son avis et sa position sur une question aussi essentielle que le chronogramme touchant à des matières relevant de sa compétence. Le conseiller du RPG Arc-en-Ciel balaye cet argument et soutient que l'article 77 de la charte de la transition a été violé. Acceptez, Monsieur le Président, que cette nation soit tranchée par les forces vives de la nation et le CNRD. Et les forces vives de la nation, c'est pas le CNT. Même le gouvernement l'a reconnu. Je vous remercie. Un peu plus tôt, l'un des conseillers de l'UFDG a sollicité en vain une motion. En guise de protestation, il s'est retiré de la salle. Cet autre membre a plutôt préféré tempérer et se rallier. Prend acte du chronogramme de la transition présenté par le président du Comité national du Rassemblement pour le développement dans son discours du 30 avril 2022, approuve l'ensemble des activités inscrites dans le chronogramme comme préalable à un retour à l'ordre constitutionnel, dit que l'ensemble des activités seront réalisées dans un délai de 36 mois. Vous le savez, 36 mois, c'est le chronogramme retenu par l'organe législatif de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sur cette durée, les idées sont diverses. Rosaline Goto-Monemo et Tierno Sadouba. Ils sont nombreux, ces citoyens qui accueillent à bras ouverts la durée de la transition adoptée par le CNT. Ils sollicitent que cette transition réussisse. Tout le monde devrait faire bonne foi quand même de soutenir ces 3 années-là pour que la Guinée amorce son développement tant rêvé par la population. C'est pas facile, la Guinée, de corriger les erreurs passées. C'est pas facile. Même en 2 ans, on ne peut pas. Mais 3 ans, maximum, on peut espérer. Si certains sont favorables, par contre d'autres non. C'est le cas de Diakité Aboubakar, aide-ingénieur de bâtiment. Son problème aujourd'hui est l'embargo de la CEDEAO mis sur la Guinée depuis la prise de pouvoir par le CNRD. Nous devrons faire la transition en 2 ans parce que le régime militaire vraiment n'a pas de crédibilité avec les étrangers. Nous sommes des ouvriers, nous gagnons des travaux avec des grandes entreprises. Bon, si l'État ne nous donne pas les contrats, nous ne pouvons pas avoir les contrats. Mais si nous gagnons avec les étrangers, là c'est plus bien. Et là nous sommes plus payés encore. Cet autre groupe dit ne pas avoir de problème avec la durée de la transition, mais plutôt le contenu. Ces Guinéens invitent le CNRD à s'investir davantage dans la construction du pays. Bon, il faut surtout aussi les infrastructures de base aussi. Parce que le gouvernement précédent a mis ce pays en genoux. Il faudrait que le CNRD rassure les Guinéens sur le plan de leur sécurité physique, sur le plan de la sécurité de leurs biens. Sinon, cette allure, si nous retombons encore dans les démons du passé, eh bien, on est parti pour d'autres transitions dans le futur. Il faut rappeler que la charte de la transition, en son article 77, stipule que la durée de la transition sera fixée de commun accord avec les forces vives de la nation et le Comité national de rassemblement pour le développement.
La coalition du groupe des 58 partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés étaient au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée ce jeudi pour débattre entre autres de la durée de la transition, mais la présence du parti de l'ancien président Alpha Condé au siège du parti de son principal opposant a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais comment les citoyens réagissent-ils à cette actualité? Nos reporters Aminata Massiri, Bangoura et Alceni Camara ont accueilli quelques avis à suivre. La présence du RPG Arc-en-Ciel au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée a focalisé toutes les attentions au sein de l'opinion publique. Après une décennie de combats, de tensions, d'opposition et de tiraillements entre leaders, cadres, militants et sympathisants des deux partis, le RPG d'Alpha Condé et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo vont pour la première fois depuis le putsch de 2008 combattre pour les mêmes causes. Une pilule difficile à avaler pour ces citoyens. Pour lui, voir le RPG au siège de l'UFDG remet en cause la dignité du parti. Il est tombé dans l'eau. Comment RPG va partir, c'est la contact avec l'UFDG. Hier, on n'a pas pu dormir. Madame, la dignité est une conquête, ça ne se donne pas. Un homme sans dignité, ce n'est pas bon. Sur ce sujet, les avis sont tranchés. Ce citoyen, par contre, ne voit aucun mal à la présence du parti d'Alpha Condé au siège de Cellou Dalein Diallo. Ce sont les Guinéens qui sont retrouvés. Nous pensons que cette retrouvaille peut d'ailleurs conduire à une réconciliation entre les Guinéens. Pensons que c'est une très bonne chose. Pour Aboubacar Baldé également, c'est la réconciliation du peuple de Guinée qui compte plus que tout. Mais il laisse entendre des inquiétudes sur la finalité. Si leur union va envoyer la paix en Guinée, je n'ai aucun mot à dire. Mais si c'est un jeu politique, s'il veut s'unir pour créer des problèmes pour cette junte, là quand même c'est du mauvais chose. Il faut préciser que le groupe G58, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés se sont retrouvés au siège de l'UFDG pour s'opposer, entre autres, à la durée de la transition proposée par le CNT, ainsi qu'à toute décision contraire à la charte de la transition. Le parti PDG-RDA commémore ses 75 années d'existence ce samedi 14 mai. En prélude à cette célébration, le premier parti au pouvoir en Guinée s'est concerté ce jeudi avec l'ensemble de ses fédérations de l'intérieur du pays. Objectif, trouver des voies et moyens pour redonner du souffle au parti afin de reconquérir le pouvoir. Les recommandations des fédérations seront présentées lors de la célébration du 75e anniversaire du parti. André Mossier, Milimono et Ibrahima Dekosouma pour plus de détails. Le parti fondé par le premier président de la Guinée, le camarade Ahmed Sékou Touré, remobilise ses troupes. Ces rencontres visent à donner du sang neuf au parti. Après 75 années d'existence, un parti comme le PDG RDA mérite d'aller encore plus loin. Ils feront donc un diagnostic, ensuite des solutions seront trouvées. La République de Guinée, l'Afrique en entier d'ailleurs, est dans un tournant décisif. Et puisque l'histoire du PDG se confond toujours à l'histoire de l'Afrique, se confond toujours à l'histoire de la Guinée, le PDG ne peut pas rester bras croisés. Pour nous aujourd'hui, il est question de retrousser les manches, il est question de se remobiliser pour écouter toutes les structures à tous les niveaux pour que chacun puisse vraiment se prononcer sur la vie du parti dans sa structure respective. Et à l'issue de cela, des résolutions vont être prises pour imprimer une nouvelle dynamique au PDG. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de dynamique, mais nous voulons aller plus vite, nous voulons aller plus loin. Après avoir gouverné la Guinée pendant 24 ans et une trentaine d'années sans être aux commandes du pays, le parti perd du terrain, reconnaît ce militant. Par rapport aux autres partis, on peut dire qu'on perd du terrain, mais si on arrive à relever la tête et participer à ces sessions, je crois que ça peut marcher. Le retour de ce parti au pouvoir pourrait donner un nouveau souffle à la Guinée, selon Oyebe Avogui, qui s'est focalisé sur le bilan du président Ahmed Sékou Touré, qu'il a trouvé élogieux et bénéfique pour le pays.
Autre chose dans cette édition, les vendeurs de médicaments suspendent leur activité à Conakry et à l'intérieur du pays. L'annonce a été faite ce jeudi au marché Madina où d'ailleurs aucun commerce de médicaments n'a eu lieu. Ces importateurs non agréés de produits pharmaceutiques fustigent l'interpellation des conteneurs de médicaments au port de Conakry, des descentes musclées des forces de l'ordre dans leur lieu de vente, entre autres. Alceni Barry et Ibrahim Assouri Kamara. Ce matin, pas de vente de médicaments au marché Madino. Les vendeurs sont en colère. Ils dénoncent l'arrestation des conteneurs de médicaments au port de Conakry, les descentes musclées des forces de l'ordre dans certaines officines de fortune. Étant des citoyens aussi, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous payons les taxes, nous payons tous les taxes, nous payons les patentes, nous payons les dédouanements. Une colère qu'ils estiment légitime, surtout que plusieurs pharmacies viennent s'approvisionner dans le plus grand marché de la Guinée. Ils se disent aussi disposés à employer des pharmaciens professionnels dans leur commerce et à se doter d'un laboratoire pour filtrer les médicaments. Cette fermeture agace donc certains citoyens. Et à propos de ce qu'ils ont fermé à Madina ici, ça c'est anormal. Mais aussi les pharmaciens là-bas sont trop chers. Hier, ma sœur était tombée malade, gravement malade. Je me suis allé à l'hôpital là-bas. Je l'ai dit à le docteur de calculer ça pour moi. Il a calculé, il m'a dit en tout c'est 380 000. J'ai dit à 380 000, j'ai dit ah ok, il n'y a pas de problème. J'ai un ami à Madina ici, je l'ai appelé, c'est un ami de la promotion. Je l'ai appelé, je l'ai envoyé l'ordonnance sur son WhatsApp. Il m'a dit qu'il a calculé, j'ai dit en tout c'est combien, il m'a dit en tout c'est 149 000. Cet activiste de la société civile de Matam comprend bien la volonté du gouvernement à mettre un terme à la vente de médicaments de rue. Mais il propose plutôt une réglementation du secteur. On ne peut pas être contre la loi. La loi, c'est la loi. Mais moi, je chercherai toujours à plaider pour ces citoyens-là, pour qu'au moins l'État cherche à les organiser. Pendant ce temps, ces grossistes et vendeurs demandent l'arrêt de toutes les activités liées à la vente de médicaments à Conakry et à l'intérieur du pays, en attendant de trouver une solution avec les autorités. S'achemine-t-on vers une crise de viande à Conakry? Tout porte à croire que oui, dans les marchés sillonnés par nos reporters ce jeudi matin. Le manque est réel. Cette situation inquiète les consommateurs rencontrés. Les vendeurs de bétail parlent, eux, de la perte colossale enregistrée avant et pendant la fête de l'Aïd el-Fitr. Plus de détails dans cet élément de Diena Bangoura et de Aboubakar Keke Bangoura. Au marché de Matoto, Yimbaya, pas l'ombre d'un boucher, pas non plus de viande. La crise est saisissante. Je suis venu pour chercher les viandes. Je voulais préparer aujourd'hui, mais il n'y a pas de viande. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas gagné viande. Ça, je vais acheter poisson comme ça, là. Je vais préparer. On constate le manque de viande. On se demande qu'est-ce qui se passe. À l'abattoir de Matoto, il en est de même. Dans ce grand espace de commerce, seuls ces deux bœufs sont visibles. Les vendeurs nous expliquent les raisons de ce manque. Informez-nous, la population de Conakry. On n'est pas grévé. On a eu peur d'aller. Parce qu'ils sont finis de prendre, ils sont pris de retirer notre bien sur la route. Maintenant, si on prend crédit encore, on va quelque part, on vient jusqu'à un certain moment. Les douaniers aussi, ils nous fait les douaniers de Dabola, grâce à le directeur préfectoral de Frana, le colonel qui est là-bas. Bon, donc, grâce à lui, et il nous arrête jusqu'à notre maire là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu peur. Des pertes sont énormes. Plus d'une 50aine de bœufs sont morts avant et pendant la fête. Ils disent attendre la réaction du gouvernement pour reprendre leur activité. Si on nous donne l'ordre de reprendre, ça c'est comme bonjour. Mais en tant qu'on n'est pas nous donné papier pour circuler ici, d'ici Sigiri, d'ici Kouremale, d'ici là où on gagne bien, là ça sera difficile pour nous. Pour rappel, ces vendeurs ont perdu plusieurs bœufs suite à des tracasseries routières à Daboula. Ils accusent des douaniers d'avoir bloqué des camions remplis de bœufs pendant 2 jours, leur exigeant de payer un montant exorbitant comme taxe.
L'atelier préparatoire des examens nationaux session 2022 s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Pendant 3 jours, les DPE et IRE de Guinée devront apprendre quelques innovations introduites par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour le bon déroulement des examens nationaux en République de Guinée. Reportage Justin Leno et Meshak Sonda Kourouma. 30 élèves par salle au maximum, dont 2 surveillants. À cela s'ajoute l'interdiction des téléphones. Des règles dictées au DPE et IRE de Guinée à l'atelier préparatoire des examens nationaux. Mais les anomalies qui ne facilitent pas un examen réussi sont soulevées dans certaines préfectures comme Koya. Tout ne va pas bien, on a le problème de centre, parce qu'il faut prendre des grands centres. On nous demande de mettre 30 élèves. Nous, à Koya, les grands centres qui sont là-bas, ils ne font pas 30 élèves. À Gekedou, le DPE par intérim nous apprend que tout est prêt. Kongi Tunkara veut éviter toute manœuvre qui viserait à qualifier sa préfecture dans la tricherie. À Gekedou, les programmes sont achevés à 100%. Les élèves sont en train de réviser correctement. Et tout ce qui est dit pour que les examens soient crédibles davantage, comme dans le passé, cette année, nous allons mettre un accent particulier. À en croire le service examen, les statistiques de 2022 prouvent qu'il y a eu un toilettage. Le CEE, vous avez 265 569 candidats, dont 120 195 filles. Au BEPC, vous avez 71 935 candidats, dont 74 627 candidats. Et au baccalauréat unique, vous avez 102 601 candidats, dont 40 579 filles. Le ministre Guillaume s'attend à un résultat positif à la fin de ces concours. Tous les élèves qui seront surpris avec des téléphones, tu perds non seulement ton examen de cette année, mais l'année prochaine aussi, tu seras ajourné. Donc tu perds 2 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les règlements généraux des examens qui le disent. Si tout se passe comme prévu dans le calendrier établi par le service examen du MEPIA, les examens nationaux 2022 se dérouleront du 6 au 21 juin 2022. Santé, dans cette édition, les équipes fixes et mobiles de la vaccination contre la rougeole s'activent sur le terrain. Après les 3 premières journées, plus de 100 000 enfants dans les différentes communes de la capitale ont reçu leur dose préventive contre la rougeole. Ce jeudi, la direction communale de la santé de Dixine a élargi ses activités dans les établissements d'enseignement public et privé. Objectif, prévenir les cas de rougeole en milieu scolaire en vue d'une réduction considérable de la mortalité et de la morbidité infantile. Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara. Sur les 32 569 enfants âgés de 6 à 59 mois, la direction communale de la santé de Dixine a vacciné 21 313 en 3 jours de vaccination intégrée contre la rougeole. Pour couvrir les 11 256 enfants, les 44 équipes intensifient les opérations de vaccination dans les établissements d'enseignement public et privé. Au groupe scolaire Mbemba Bangora, 150 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été vaccinés en 4 heures. Si les enfants ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas venir sur les cours. Donc ça y va dans notre intérêt. Et notre objectif, c'est former les enfants. Mais on ne peut pas former un malade. Il faut que l'enfant soit en bonne santé pour qu'il soit formé. Le district sanitaire de Dixine couvre 22 quartiers avec une population estimée à 171 414. Le quartier Afia bénéficie de 13 équipes de vaccination afin de toucher 10 080 enfants. Ici, les consignes sont claires. Ne jamais prendre des enfants qui sont en bas de la cible. Sinon, en le faisant, on risque de créer autre chose que nous ne voulons pas. Donc, notre cible ne s'intéresse que des enfants de 6 mois à 59 mois. À Dixine Centre 1, les équipes vaccinales constatent le non-respect du calendrier vaccinal de certains enfants. Une pratique qui pourrait compliquer la santé de l'enfant. Quand c'est les premiers, on leur demande toujours si les enfants sont vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, on les vaccine. Après, on les dit de partir au centre de santé de Massy, de vacciner, de respecter le calendrier. À noter que la région de Conakry n'est pas concernée par la vaccination des enfants contre la méningite de type A.
contrairement aux 17 préfectures du pays qui forment la ceinture méningétique. Je vous le disais également en titre, un jeune d'une vingtaine d'années est accusé d'avoir violé une femme âgée de 50 ans. Selon nos informations, il a profité de l'absence du mari de cette dernière pour s'introduire dans la chambre de la victime avant de passer à l'acte. Pris en flagrant délit, le principal suspect qui reconnaît l'acte a été interpellé et conduit à la maison d'arrêt de Mamou. On suit ce reportage de Abdoulaye Diallo. C'est une vieille âgée d'une cinquantaine d'années qui a été victime de ce viol. L'acte s'est passé aux environs de 3 heures dans le district de Adji, relevant de la sous-préfecture de Douné, située à 30 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou. La pauvre maman qui a été secourue par ses voisins revient sur les circonstances. Quand j'ai fini de prier, je me suis couchée. C'est dans mon sommeil qu'il m'a surpris et m'a violée. Mais avant, il m'a étranglée. J'ai crié au secours et les gens sont venus le trouver sur place. Après avoir été saisis du dossier, les agents de l'OPROGEM du commissariat central de Mamou ont aussitôt interpellé le bourreau. Ce mercredi, il a été transféré au parquet du tribunal de première instance de Mamou. Si on trouve un homme seul avec une femme, comme ce fut mon cas, on ne pourrait dire qu'il n'a rien fait. Je reconnais que je suis rentré dans la maison, donc je ne peux pas le nier. Après avoir été entendu par le juge d'instruction, le présumé violeur a été placé sous mandat de dépôt et conduit à la maison d'arrêt de Mamou aux environs de 19 heures. Le suspect qui a été déféré à la justice est placé sur mandat de dépôt par monsieur le juge d'instruction. Le jeune reconnaît qu'il s'est introduit par la fenêtre et a abusé de la vieille femme. Pour rappel, les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche à lundi 8 mai dernier. La victime qui suivait ses soins sanitaires à l'hôpital régional se plaint de douleurs corporelles et réclame en même temps les frais médicaux qu'elle aurait financés pour sa prise en charge. Le Salon international de la culture et du tourisme de l'artisanat lance sa première édition. Le coup de démarrage est prévu pour le 14 mai prochain. Ce jeudi, les organisateurs ont annoncé 6 journées de partage, d'échange pour parler du développement de la culture et promouvoir le tourisme, l'artisanat afin d'accroître l'économie guinéenne. 21 pays sont invités à y prendre part. On voit tout cela avec Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. Les organisateurs du Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat entendent réunir des acteurs dans divers domaines pour tisser des liens solides. Après une tournée dans certains pays modèles dans les 3 centres d'intérêt, le commissaire général qui a séjourné dans les 33 préfectures guinéennes capitalise son expérience pour donner le meilleur. Nous nous sommes inspirés de tout cela pour faire le 3 en 1, mettre le tout dans un seul salon. Et en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, la Guinée sera le premier pays à voir le Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Donc, on n'a pas besoin de venir 3 fois en République de Guinée pour découvrir c'est quoi l'artisanat, c'est quoi le tourisme et c'est quoi la culture. Le gouvernement guinéen va saisir l'occasion pour exposer les atouts naturels dont dispose le pays. Nous allons aussi profiter pour montrer ce que nous avons de plus beau, pour montrer ce que nous avons en matière d'art culinaire. Nous allons inciter les gens à venir voir tout cela. C'est surtout la connexion que nous voulons créer entre la Guinée et le monde à travers les 3 secteurs qui nous intéressent, c'est-à-dire la culture, le tourisme et de l'artisanat. À côté des panels, des centres d'affaires, des animations et spectacles ou des expositions, le ministre annonce également des visites dans certains sites touristiques de Guinée. Nous allons montrer aussi que nous avons de belles plages de Soro, Rome, etc. Nous allons aussi montrer que nous avons à l'intérieur des sites touristiques tels que le voile de la mariée, même si c'est en chantier, parce que nous allons bientôt relancer le voile, mais aussi Kilissi, tout ce qui est de Kindia, nous avons Bel Air, etc. Donc nous avons beaucoup de choses à montrer et il nous fallait un salon qui met en valeur tout cela. Sur les 21 pays invités, 13 ont répondu et le pays invité d'honneur, le Burkina Faso, viendra avec une délégation de 21 membres. Le but principal du SICTA est de vendre positivement la destination Guinée.
Et dans un instant, nous parlerons sport dans cette édition. Vous le savez, tous les jeudis, nous recevons sur ce plateau notre chroniqueur, Alcénie Baldé. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Binta, bonsoir à tous et à toutes. Alors, un conflit oppose la DCE aux administrateurs du stade de Koléa, alors que le stade est pratiquement abandonné à lui-même, Alcénie. Ah oui, le stade de Koléa, comme vous le savez, est l'un des temples les plus importants du football guinéen. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'internationaux guinéens qui sont passés dans ce stade, mais aujourd'hui le stade est abandonné donc à lui-même et ce temple sportif reste qui est en manque d'entretien, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des terrains de football du pays. Il y a quelques semaines, Kader Camara, ancien membre de la Fédération guinéenne de football, a eu la bonne volonté de déguerpir l'alentour du stade et ses environs. La Fondation KPC justement a aussi promis de doter une pelouse synthétique au stade de Koléa, comme c'est le cas de l'Abbé de Kindia, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. On écoute le président du club de l'Atlético de Koléa, Mikailou Silla. Il nous parle bien évidemment de ce stade de Koléa. On l'écoute. Il est venu avec des machines pour nous déguerpisser tout ce qu'il a lieu de faire. Et il a même creusé les caniveaux pour que la saison pluvieuse, l'eau puisse passer directement au bord de la mer. Le stade Koléa fait partie dans les stades de dégagement à l'organisation de la CAN 2025, chose qu'on espère, on prie le bon Dieu, pour que le stade Koléa puisse le jour avoir le synthétique. KPC, il est venu ici, j'étais avec lui, on a sillonné au stade, elle a vu, le stade faisait partie dans le lot, c'est les 3 stades que KPC avait cité, mais il devrait terminer au stade Koléa. Alors jusqu'à le moment qu'on vous parle, nous sommes toujours à l'attente là, et parce qu'à chaque fois, une fois j'ai parlé avec lui, il dit que oui, le stade Koléa, il va venir encore reprendre le stade Koléa pour faire comme ce qu'il a fait à Safoulé Diallo et Foudefissa. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'écoute et nous sommes à l'attente. Comme vous l'avez dit, Binta, en d'autres termes, un conflit donc oppose la direction communale de l'éducation de Matam et l'administration du dit stade depuis plusieurs semaines maintenant. Selon les gestionnaires du dit stade, la DCE réclame une partie de l'infrastructure comme leur propriété. C'est ce qui n'est pas du coup du responsable du stade de Koléa. On écoute Sidiki Baraka Kamara qui nous raconte les faits. Entre nous et la DCE, pour la première fois, elle est venue ici depuis le temps de Bantamasso. Il voulait confisquer ici. Donc on a fait un petit chamaillement. Après on a informé le ministre à l'époque. Depuis lors, c'est fini. Ils ont quitté. Par après, dès qu'ils ont enlevé monsieur le ministre à l'époque, il est revenu ici encore avec les téléphones caméras. Il voulait filmer ici, j'étais assis. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ne me demande pas. Il dit, tu me connais? J'ai dit, et toi, tu me connais? Comment tu peux venir ici sans me demander? Il dit, je suis le directeur du DC. J'ai dit encore, moi aussi, je suis le directeur du stade. Le bras de fer s'est poursuivi entre les deux protagonistes. On écoute à nouveau Sidiki Baraka Kamara qui parle bien évidemment de ce qui lui a opposé avec le directeur communal de l'éducation de Matam. On l'écoute à nouveau. Ici, là, disant que c'est pour eux. J'ai dit, mais comment ça? C'est pour vous. Elle a commencé à délimiter ce mur-là. Il dit, ici, là, c'est pour le stade. Par là, là, c'est pour Dieu. J'ai dit non, monsieur, excuse-moi. J'ai commencé à le repousser. Il est allé à l'habitat. Il est venu avec un pick-up de 10 gendarmes pour nous prendre. Il fallait que ce jour-là, monsieur Mikael, mon adjoint, prenne un engagement pour qu'on termine ce travail-là. Par après, maintenant, je ne sais pas, 2 brouettes, pelles, puis cassent tout. Donc depuis ce jour, nous sommes à ce niveau-là.
pour être tout à fait complet sur ce dossier du stade de Koléa, on a donc interrogé le directeur communal de l'éducation de Matam, M. Ibrahima de Bari. Lui, il nous a fait comprendre que cette partie de l'infrastructure appartient bien évidemment à la direction communale de l'éducation de Matam, ou plutôt à l'éducation justement. Donc, il y a les documents qui justifient la propriété de l'éducation à cette partie donc à cette partie du stade de Koléa. C'est la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui a d'ailleurs arrêté les travaux qui avaient déjà été entamés par l'administration du stade de Koléa, et finalement donc c'est ce qui nous a fait croire Monsieur Ibrahima de Bari. Il est le directeur communal de l'éducation de Matam, Binta. Et parlons toujours football avec la modification de la date de 2 matchs de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Oui, la CAF donc a répondu à la demande de la Fédération égyptienne de football de modifier les dates de ces 2 matchs du groupe D, un groupe où se trouve bien évidemment donc la Guinée, il faut le dire, et donc contre la Guinée et l'Éthiopie. Les 2 matchs se joueront désormais les 5 et 9 juin 2022 au lieu des 2 et 6 juin du même mois. La CAF informe pour la même occasion que le rapport de la commission des licences confirme que le stade de Bachir Dahar ne répond pas aux exigences minimales d'homologation de la CAF d'un stade en raison de l'état de la pelouse et des bancs de touche, de la faiblesse des infrastructures du stade en général ou encore de l'absence de salles de conférence de presse. Pour ce faire, la commission des compétitions a donné à l'Éthiopie un délai jusqu'à ce jeudi pour déterminer un stade en dehors de l'Éthiopie. Nous reviendrons donc sur cette actualité puisque c'est vraiment déplorable de ne pas avoir des stades réglementaires dans certains pays africains, franchement. Et dans le même cadre, l'Afrique du Sud s'oppose à la tenue des matchs éliminatoires de la CAN 2023 du Libéria au Maroc. Oui, le Libéria avait déjà fait son choix de disputer ses matchs à domicile du côté du Maroc, parce que là aussi, le stade Samuel Kayon-Doye n'est pas vraiment homologué par la Confédération africaine de football. Donc, l'Afrique du Sud réplique automatiquement. Et toute autre chose, Alseni, en NBA précisément, Nikola Jokic de Denver est de nouveau élu MVP. Ah oui, le suspense avait été un peu éventé et c'est désormais officiel. Donc, Nikola Jokic a été donc élu meilleur joueur de la saison régulière donc en NBA. C'est la deuxième fois de suite que le Serbe donc parvient à paraffer donc ce titre honorifique du côté de la NBA. C'est pas facile justement pour lui, mais il a réussi donc à le faire. Il devance l'autre favori Joel Embiid de Philadelphia Sixers et Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks. Et voilà, merci à vous Alseni Baldé pour toutes ces informations. Merci Binta. Tout de suite, c'est la rubrique Publi Reportage juste après cette courte pause. Lancement à Conakry de la journée de sensibilisation et de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et du paludisme à la Cité de Solidarité. Et puis lutte contre la pollution de la mer et la destruction de la mangrove. Tel est l'objectif d'un atelier de formation initié par Vivo Énergie cette semaine à Kamsar. C'est une formation de plan d'urgence maritime qui a réuni les travailleurs de Vivo Énergie, de la CBG et de GAC.
Et la deuxième mosquée homologuée pour les prières de vendredi dans le quartier Fadi, la toute première pour le secteur Boussoura, est construite. C'est une œuvre des citoyens du secteur avec l'appui d'autres bonnes volontés. Le coût global des travaux est estimé à 693 millions de nos francs avec une capacité de près de 400 fidèles. Le point de tout cela, c'est avec nos reporters Aïssatou Kesso Diallo et Alpha Ousmane Ba. Plusieurs Guinéens peinent à accéder aux soins de santé primaires en raison de l'extrême pauvreté. C'est pour changer la donne que l'Association des infirmiers pour le développement de la santé a lancé la journée de sensibilisation et le dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et du paludisme. Nous, on a constaté qu'en République de Guinée, les gens ne s'intéressent pas. Il y a trop d'automédication. À la Cité de Solidarité, où se tient cette première journée de dépistage, des citoyens se sont fortement mobilisés. Même le directeur de la Cité n'est pas resté en marge. Il était très opportun pour moi de sensibiliser les pensionnaires, d'accepter de venir. Mais j'ai commencé par ma propre personne pour mieux les motiver. Cette équipe ne compte pas s'arrêter là. Elle sera dans les 8 régions administratives pour le même programme. Tirons à domicile. À chaque fin de mois, on contrôle les paramètres vitaux de chaque patient. Maintenant, s'il y a des complications là-bas, on essaie de remonter les informations, on les réfère dans les services concernés. Ou bien, par exemple, aussi, s'il y a un cas compliqué, on nous appelle, on part immédiatement sur le lieu, on fait le constat. Si on trouve que c'est compliqué, on fait les premiers soins d'urgence avant de l'amener à l'hôpital. Pour cerner les maladies et faire face à leur traitement, cette association demande la conjugaison des efforts à tous les niveaux. Ça va prendre maximum 2 mois parce que c'est pas facile. Et puis on manque de moyens de financement, on n'a pas de bailleur. La IPDS regroupe une vingtaine de personnes. Elle a pour but de réunir tous les infirmiers guinéens pour faciliter l'accès de soins à domicile. Elle dit être ouverte à tous. Cette formation initiée par Vivo Énergie s'inscrit dans le but de développer les compétences des acteurs intervenant dans les opérations de déchargement des bateaux pétroliers au port minier de Kamsar. Au terme de ces 2 jours d'échange, les participants ont bénéficié des cours théoriques et pratiques. C'est fait dans le cadre des engagements du respect de l'environnement de Vivo Énergie dans ces opérations, en conformité également avec les engagements et les valeurs de GAC. Johnny Anderson, l'un des facilitateurs de ce cadre d'échange, revient sur quelques thèmes abordés pour une meilleure collaboration entre les parties impliquées dans les opérations au port minier. Pendant qu'il y a une crise, il y a un incident, c'est très important de faire de formation en avant, de faire de bon planning. Et je dois dire bravo à Vivo. Protéger et sécuriser le milieu d'exploitation du pétrole est aujourd'hui la préoccupation des responsables du secteur aval qui ont apprécié et encouragé l'initiative de Vivo Énergie. Le domaine du pétrole, le produit pétrole lui-même, c'est des produits dangereux. Alors il est extrêmement important que tout ce qui concerne son exploitation soit encadré par des mesures de sécurité. Momo Bangoura, bénéficiaire au compte de la CBG, se dit satisfait de la qualité de la formation et dit avoir acquis certaines connaissances pour être capable de maîtriser les éventuels incidents maritimes. Désormais, ce qu'il faut faire en cas de déversement, d'abord la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que cette pollution ait lieu et lorsqu'elle arrive, les interventions qu'il faut faire. Nous allons travailler en synergie d'action, c'est-à-dire la CBG Vivo et le GAC, pour qu'en cas de déversement, vraiment, nous conjuguons nos efforts afin de réussir à se parer. Cette belle mosquée, dont les travaux ont duré 12 bonnes années, est celle du secteur Boussoura, quartier Fadi, commune urbaine de l'Abbé. Le coût de la construction, estimé à 693 millions de nos francs, a été financé d'une part par Elhadj Farbatoula Duasso, aidé par un opérateur économique qui n'a pas voulu que son nom soit évoqué, d'autre part
C'est la contribution de la communauté de Fadi. Mais Elhadj Farbatoula Guyasso est le principal artisan dans la mobilisation de fonds pour la construction de cette mosquée. Il y a un certain mot de Mamadou Sellou Kimpa. Il s'est déplacé au nom de la population qui est par là. Ils sont allés me voir à la maison en me disant Farba, maintenant on a eu la chance d'avoir des parcelles pour pouvoir réaliser une maison de Dieu. On a jugé nécessairement de venir te voir pour que tu puisses nous aider à avoir une mosquée ici au plus tôt. Raison pour laquelle moi aussi je me suis déplacé, je suis allé voir un ami à moi. Je l'ai dit, s'il avait dit, si Dieu te donne l'argent, il met ça dans ta tête, enlève un peu là-dedans, tu mets quelque chose pour les gens. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec l'intéressé, pour pouvoir réaliser cette maison de Dieu. Et avec ça, tous les parents de Fadi, cette terre Boussoura et tous ceux qui sont par là, il n'y a pas celui qui n'a pas fait ce qu'il peut faire. Bâtie sur une superficie de 1282,6 mètres carrés, la mosquée de Boussoura a une capacité d'accueil de 216 fidèles hommes et une salle de prière de 112 femmes. À côté, un bloc de latrines de 6 cabines, un point d'eau et une clôture. La communauté bénéficiaire du quartier Fadi est plus que joyeuse. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui. Je suis fier de la population de Fadi et de Elhadj Farba, y compris l'ami d'Elhadj Farba qui a fait sa contribution. Nous rendons hommage aussi à certains de nos devanciers du quartier. Ils font partie de ceux qui ont fait les premiers pas pour cette mosquée. Nous souhaitons que de telles choses se multiplient davantage pour les autres secteurs. Vraiment, nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la construction de cette belle mosquée. La construction de cette mosquée est importante, mais la présence régulière de fidèles aussi. Les sages du quartier comptent s'employer dans ce sens. Il nous revient d'entretenir la mosquée et les fidèles, que nous ayons suffisamment de temps pour cette mosquée. Comme Dieu le recommande, la mosquée est ouverte pour tous. C'est pour l'ensemble de la population du quartier et de tous les fidèles musulmans. L'honneur est revenu à l'imam Badrouba, également inspecteur régional des affaires religieuses de l'Abi, d'inaugurer la mosquée du secteur Boussoura, désormais homologuée pour les prières de vendredi. Il était accompagné de plusieurs autres sages de la ville et du Fouta, mais également des autorités locales. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.